7 octobre 2023, Israël est frappé en plein cœur par une attaque terroriste d'une ampleur inédite. Depuis, l'État hébreu s'est donné pour mission de retrouver les organisateurs de ces attaques, mais aussi de renforcer sa protection. Des explosions de beepers au Liban à l'élimination de dirigeants du Hamas, les opérations se multiplient. Et derrière elles, un service de renseignement, le Mossad. Ces espions sont réputés dans le monde entier, mais suscitent de nombreux fantasmes depuis la création de l'agence il y a 75 ans. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Mossad, une autre histoire d'Israël, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, l'obsession pour le nucléaire iranien. La nuit est tombée depuis longtemps sur l'Iran en ce début du mois de juin 2025. Soudain, des missiles survolent le pays avant d'atteindre leur cible à Téhéran et dans plusieurs régions. L'opération Rising Lion est lancée. Du 13 au 24 juin, les bombardements venus d'Israël vont se multiplier avec l'appui des États-Unis. Et ils visent des zones bien spécifiques, les infrastructures nucléaires iraniennes. Les sites d'enrichissement de Fordo, Natanz et Ispahan sont touchés. Des scientifiques travaillant sur le nucléaire sont également tués. Dans les jours qui suivent, Israël se justifie, assurant que Téhéran aurait désormais les capacités de construire une bombe et que le régime ne respecterait pas l'accord de 2015 pour limiter sa production. Ce n'est pas la première opération menée par Tel Aviv qui s'attaque au programme nucléaire de l'Iran, mais celle-ci est d'une envergure sans précédent. Elle révèle l'obsession d'Israël pour le nucléaire iranien, une obsession que l'on retrouve dans l'émission confiée au Mossad. Ce soir, nous allons vous montrer quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. L'intervenant s'est installé au pupitre devant un écran géant. Dans l'assemblée, tous attendent avec fébrilité. Il ne s'agit pas là de la présentation d'un nouveau smartphone dernière génération, mais bien de révélation par un Premier ministre. Nous sommes le 30 avril 2018 et Benyamin Netanyahou présente au monde ce qu'il dit être des preuves que l'Iran ment sur son programme nucléaire. Une mise en scène que nous raconte Yvonique de Noël, historien, spécialiste du renseignement, auteur du livre « Les guerres secrètes du Mossad ». Benyamin Netanyahou dévoile de manière un peu théâtrale une armoire pleine de classeurs, de CD, en expliquant que ce sont des 500 kilos d'archives qui ont été dérobées en plein Téhéran, et ce sont les archives du programme atomique iranien. Donc avec de grands effets de manche, ces données que l'on présente comme authentifiées à la fois par le Mossad et par la CIA, donc il n'y a pas que les Israéliens dans la boucle, apportent la preuve indéniable que les Iraniens mentent sur leur programme, qui a bel et bien des visées guerrières et pas seulement civiles. En particulier, on explique que 5 charges nucléaires de type bombe d'Hiroshima sont en cours d'élaboration. Derrière le Premier ministre israélien, un grand écran affiche « Iran lied », l'Iran a menti. Et la mise en scène porte également sur l'opération exceptionnelle menée pour récupérer ces documents par le Mossad. Ce qu'on peut raisonnablement imaginer, c'est qu'il y a eu au moins une dizaine de personnes impliquées, pas forcément une dizaine de membres du Mossad israélien, parce qu'encore une fois, une opération sur un territoire iranien, c'est potentiellement très dangereux. Imaginez ce qui se passerait si des agents israéliens du Mossad étaient capturés par les services iraniens. Grosso modo, il y a zéro chance de pouvoir les faire rentrer. Donc, ça veut dire que quand une mission nécessite d'aller sur ce terrain-là, c'est pour quelques heures seulement, et évidemment en s'appuyant au maximum sur des agents locaux. Donc, ça veut dire des personnes pour surveiller et sécuriser l'environnement, des personnes pour pénétrer, s'orienter, récupérer, et 500 kilos, c'est un poids, donc ça veut dire des allers-retours, ça veut dire des véhicules utilitaires. Donc tout cela a nécessité évidemment une préparation. Ça demande beaucoup de discrétion, ça demande un grand professionnalisme que tout le monde reconnaît au Mossad. Donc c'est une opération, encore une fois, audacieuse, qui est rendue possible d'abord par un très bon renseignement initial sur les objectifs.
C'est surtout ça. Et certainement une planification dans la durée, sur plusieurs mois, de manière à pouvoir identifier sur des semaines durant quelles sont les habitudes du quartier, quel est le créneau horaire dans lequel il y a le moins de chances d'avoir des gens qui viennent promener leurs chiens ou je ne sais quoi, de pouvoir regarder également quels sont les éventuels risques de patrouille de police dans le quartier. Enfin, tout ça a dû être étudié de manière extrêmement minutieuse. Et puis, le moment venu, encore une fois, qualité et rapidité d'exécution et aussi un peu de chance, puisque on peut suivre pendant des semaines et des mois ce qui se passe dans un quartier et ça n'empêche pas pour autant que le jour ou la nuit venue, il se passe quelque chose de totalement inattendu qui vient tout compromettre. L'opération a pris à peine plus de 6 heures au commando. Le Mossad a notamment récupéré des documents sur le projet Ahmad, réalisé entre 1999 et 2003. Cette mission démontre donc les capacités des services secrets israéliens et est une humiliation pour Téhéran. Les autorités iraniennes se rendent compte le lendemain. Alors à la fois pour des raisons de durée et je pense aussi pour des raisons de mise en scène, le Mossad a fait le choix non pas de copier les documents, mais de les emporter. Donc ça veut dire que c'est très voyant. Dès le lendemain, on est bien conscient qu'on s'est fait cambrioler. Ils n'ont rien dit sur le moment. Donc c'est resté en l'état pendant plusieurs mois. Le casse, si j'ose dire, a eu lieu en 2017 et la conférence de presse de Netanyahou est en avril 2018. Donc en gros, il s'est écoulé pas loin d'une année. Donc ils étaient parfaitement au courant qu'ils s'étaient fait cambrioler et il fallait pas être très futé pour imaginer par qui. En gros, ça pouvait être les Israéliens ou les Américains. Et vu l'aversion au risque de la CIA sur ce type d'opération, alors sous l'ère Obama, mais on est au début du premier mandat de Donald Trump, donc il n'a pas encore eu le temps ni la possibilité de mettre sans dessus-dessous la CIA. Donc c'est quand même pas le genre d'opération que la CIA se risquerait à mener en Iran. On ne voit pas très bien pourquoi. Donc ça laisse essentiellement comme hypothèse les Israéliens. Donc les Iraniens ne disent rien jusqu'à cette décision de mise en scène de Benyamin Netanyahou qui aurait pu ne pas arriver. Ils auraient pu simplement garder ça pour eux. C'est effectivement une humiliation pour les Iraniens, mais leur capacité de rétorsion, que ce soit dans cette affaire-là ou d'autres plus récentes, sont en fait assez limitées. Donc ils ont plutôt intérêt à être discrets. Pourtant, très vite, les chancelleries occidentales minimisent les révélations présentées par Benyamin Netanyahou et donc l'opération du Mossad. Très honnêtement, on met en scène ce butin, mais on en dit extrêmement peu sur le mode opératoire. D'abord, il s'agit d'archives qui n'étaient pas des archives récentes, alors qui effectivement permettaient de montrer ce qui est un secret de Polichinelle, à savoir que les Iraniens mènent bien un programme nucléaire dual, à la fois civil et militaire. Enfin ça, on le savait déjà un peu. Ça apporte des détails sur le fait qu'ils étaient plus proches qu'on ne le croyait de produire des bombes exploitables. Le fait de pénétrer nuitamment dans un bâtiment qui devait être assez peu surveillé, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes pour garder la nuit. Bon, c'est pas non plus l'opération du siècle. Donc en réalité, je ne crois absolument pas que les 50 000 pages soient absolument ébouriffantes de révélations. Ce sont des archives dont on n'avait pas besoin quotidiennement dans les centres nucléaires iraniens, parce que sinon elles n'auraient pas été placées là. Ce qu'on a envoyé là, c'est des archives plutôt historiques. Des documents jugés peu importants, une mission qui semble simple, mais le résultat politique pourrait bien être plus important que prévu. La communication de Benyamin Netanyahou, c'est une communication politique destinée à influencer Donald Trump. Alors il faut bien se remettre dans le contexte parce qu'aujourd'hui on est dans un mandat Trump numéro 2 assez ébouriffant, mais le mandat Trump numéro 1, Trump apprend à être président. Et donc Netanyahou, avec cette opération de communication, adresse un message de fermeté à Donald Trump, qui est devenu président dans un contexte où venait d'être signé en 2015 par Barack Obama et l'ensemble des pays occidentaux et la Russie, un accord sur le nucléaire iranien destiné à encadrer le fait que ce nucléaire iranien soit uniquement civil. L'accord signé ce matin sur le nucléaire iranien, après 12 ans de tensions internationales, tous les pays, à l'exception d'Israël, reconnaissent ce soir que c'est un texte historique. D'un côté, Téhéran a donné des garanties qu'elle ne développe pas l'arme nucléaire. De l'autre, la communauté internationale s'engage à lever progressivement les sanctions économiques. Alors évidemment, aux États-Unis, il y a une réaction consistant à
embrayé sur la communication de Netanyahou et à dire ça prouve la duplicité de l'Iran, ça prouve que cet accord sur le nucléaire c'est n'importe quoi, qu'il faut y mettre fin. Et ça donne sur un plateau, en quelque sorte, à Donald Trump des arguments pour dire « je raye d'un trait de plume cet accord ». Quelques jours après cette mise en scène, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de 2015. Comme depuis le début de notre série, il faut regarder dans l'histoire d'Israël pour comprendre pourquoi le programme nucléaire iranien fait également partie des attributions du Mossad. Le Mossad, depuis le début, suit de près le programme nucléaire iranien pour des raisons existentielles. Il y a déjà eu des menaces au cours de l'histoire d'Israël, de destruction d'Israël. L'Égypte de Nasser a eu un programme de missiles balistiques développé d'ailleurs par des scientifiques allemands qui avaient travaillé sur des programmes pendant la Deuxième Guerre mondiale, des programmes de l'Allemagne nazie. Donc il y a eu des missions d'élimination. Il y a eu ensuite le programme nucléaire aux Irak de Saddam Hussein, en Irak, qui était en partie alimenté par la France, juste après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Et puis, lorsque l'Iran, qui avait déjà à l'époque du Shah un embryon de programme nucléaire, là aussi en association avec la France, lorsque l'Iran s'est mis en tête de le développer plus franchement dans une direction militaire, c'est devenu un sujet de préoccupation centrale pour le Mossad. L'ayatollah Khomeini n'était pas franchement un grand fan du nucléaire, donc lors de la première période de la révolution islamique, ça n'a pas été central, mais ensuite ça l'est devenu. Et avec en plus des leaders iraniens comme Mahmoud Ahmadinejad disant qu'en gros Israël ne devait pas exister. Bien évidemment, c'est devenu un sujet de préoccupation. Donc ça a été traité par l'introduction de virus informatiques, c'était l'affaire Stuxnet, qui a été en fait une coproduction entre les services israéliens, pas que le Mossad, également l'unité 8200 du renseignement militaire, et puis la CIA. Et c'était assez efficace puisque ça a permis de saboter un certain nombre d'installations iraniennes. Depuis quelques mois, un virus informatique appelé Stuxnet par les experts a été détecté dans plusieurs endroits du monde. Mais on le trouve avant tout en Iran. 30 000 ordinateurs touchés dans ce seul pays. Selon les spécialistes, la centrale nucléaire de Bouchir, qui doit ouvrir prochainement, est également infectée. Pour autant, ce genre de mesure ralentit le programme, mais ne l'arrête pas. Donc, il continue à progresser. À partir de là, l'Iran, n'acceptant plus les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les avis divergent, les informations divergent sur où est-ce qu'ils en sont exactement. Donc, en fait, on est sur une histoire de plusieurs décennies qui se poursuit. Une mission au long cours, comme le prouve la récente attaque israélienne qui a visé les installations nucléaires de l'Iran. Dans les frappes qui ont eu lieu plus récemment sur l'opération Rising Lion, donc cette série de frappes en Iran contre les installations nucléaires, avec en simultané des éliminations de responsables nucléaires et sécuritaires iraniens, opération ô combien spectaculaire, eh bien, on peut penser que c'est en partie dans ce casse d'archives qu'ont été trouvées un certain nombre d'informations qui ont permis de frapper juste. On est vraiment dans un maillon, un épisode d'une lutte sur plusieurs décennies du Mossad contre le programme nucléaire iranien, avec des avis divergents, puisque Trump a claironné que tout était détruit, que ça y est, il n'y avait plus de nucléaire iranien. Les Israéliens eux-mêmes, le Mossad lui-même reconnaît que ce n'est pas le cas, que le programme n'a été que retardé et qu'en plus on a un stock de matériel atomique qui a été évacué avant les frappes et on ne sait pas où il est. On a 450 kilos d'uranium qui se baladent quelque part. La récupération d'informations n'est donc qu'une partie des missions du Mossad liées au programme nucléaire de Téhéran. Un autre des versants, c'est l'élimination de scientifiques iraniens. En janvier 2010, l'ingénieur avait été tué dans l'explosion d'une bombe placée sur une moto devant son domicile. Ces dernières années, plusieurs scientifiques iraniens ont trouvé la mort et ils étaient tous engagés dans le programme nucléaire. À chaque fois, le régime des Mollahs a accusé Israël et les États-Unis d'être derrière ces attentats. Les Américains ont toujours démenti. Les Israéliens, eux, n'ont jamais fait de commentaires. L'opération la plus spectaculaire, c'est celle de Mohsen Fakhrizadeh, qui était un haut responsable
responsables scientifiques du programme iranien. C'est une des toutes premières éliminations par intelligence artificielle. Mohsen Fakhrizadeh était en voiture avec son épouse, rentrant de week-end vers Téhéran sur l'autoroute. Et sur cette autoroute avait été disposé un pick-up. Il n'y avait personne sur ce pick-up, mais il y avait un dispositif de mitrailleuse télécommandée. Et il a été effectivement frappé, abattu, tué, en étant de passage à pleine vitesse. Et donc tout cela a été téléguidé depuis Israël par des ordinateurs qui calculaient à la fois la vitesse de la voiture, la vitesse du vent, l'orientation. Donc c'est au quart de seconde qu'il faut déclencher le tir pour faire mouche. Donc ça a été une des premières opérations, puisqu'on avait un peu critiqué le Mossad pour son retard à embrasser les nouvelles technologies. Première opération où on fait la démonstration qu'on redevient cutting edge. On est au top de l'innovation technologique. Mais pour Yvonique de Noël, il est important de souligner que ces opérations sont également un point de désaccord important entre le Mossad et le Premier ministre. La question de savoir ce qu'il faut faire contre le programme nucléaire iranien est un sujet de désaccord à peu près permanent entre le Mossad et le pouvoir politique, en particulier Benyamin Netanyahou. Mir Dagan, qui a été un des chefs marquants du Mossad de la période, a publiquement pris parti dans les derniers mois de son poste de direction du Mossad et puis après, lorsqu'il n'était plus au Mossad et qu'il avait une meilleure liberté de parole, sur le fait que c'était contre-productif de menacer, de bombarder, et que le Mossad était parfaitement capable d'aller frapper chirurgicalement les personnes qu'il fallait éliminer pour retarder, sinon arrêter, le programme nucléaire. Les patrons suivants du Mossad, tous nommés par Netanyahou, et donc tous a priori loyaux à Netanyahou, avec des nuances et avec un peu plus de diplomatie, ont tous dit « nous sommes capables d'aller faire ce qu'il faut pour empêcher, pour retarder le programme nucléaire ». Ce qui est vrai, c'est que même retardé, il y a une accumulation d'expertise qui n'est pas seulement dans la tête des gens qu'on peut éliminer, qui a également été documentée, mise sur le papier, etc. Et qu'il y a des limites à ce que le Mossad peut arriver à faire. Donc ça aboutit en fait à ces frappes toutes récentes dont on parlait en réalité déjà au début des années 2000. C'est-à-dire qu'il a fallu une vingtaine d'années pour aboutir à ces frappes et constater que ce n'est pas non plus la solution idéale qui résout tous les problèmes. Demain, pour le dernier épisode de cette série, on s'intéresse à une mission, cette fois ratée. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous chers auditeurs sur votre plateforme d'écoute de podcast favorite, par exemple Deezer ou Spotify. Vous pouvez également écouter La Loupe sur la chaîne YouTube de l'Express ou sur notre site. Mossad, une autre histoire d'Israël, est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.